À Strasbourg, non loin des quais silencieux et des rues anciennes, une maison discrète se tient encore, immobile comme figée dans un autre siècle. Les volets sont fermés, les marches du perron légèrement usées, et une lumière froide glisse parfois sur les vitres, révélant un intérieur depuis longtemps déserté. C'est ici, dans cette demeure alsacienne, où le temps semble s'être arrêté, que Pierre Richard Wilm, l'un des acteurs les plus fascinants des années 1930 et 1940, a rendu son dernier souffle le 13 avril 1983, loin des projecteurs qu'il avait un jour couronnés. L'homme au regard mélancolique, au charisme sculptural, celui que la France considérait comme l'un de ses symboles du cinéma d'avant-guerre, s'est éteint dans une solitude paisible mais déconcertante. Au moment de sa mort, sa fortune était estimée à l'équivalent actuel de 1 à 2 millions d'euros. Un patrimoine modeste comparé à l'aura qu'il avait un temps portée. Il avait tout quitté, le cinéma, la gloire, les tournages, pour se consacrer à la sculpture et à une vie plus discrète, presque secrète. Les premiers qui sont entrés dans la maison après sa disparition décrivent une atmosphère étrange. Un atelier silencieux, des odeurs de bois et de pierre, des outils encore alignés avec une précision presque militaire, et, dans un coin, une photo jaunie de ses années de gloire, posée là comme un rappel d'un autre monde. Entre l'éclat éphémère d'une célébrité oubliée et le silence lourd qui pèse aujourd'hui sur cette demeure fermée, une question s'impose, lente, douloureuse, presque chuchotée. Comment un nom jadis immense peut-il disparaître dans une maison où le silence semble être le dernier témoin? 2. Pierre Richard Wilm naît le 3 novembre 1895 à Bayonne, mais c'est en Alsace qu'il grandit, façonné par les paysages austères et les influences germaniques d'une région encore instable. Enfant réservé, fasciné par les arts, il se réfugie très tôt dans le dessin, la sculpture et la lecture. Ses maîtres voient en lui une sensibilité singulière, presque trop fine pour une époque encore marquée par les conflits et la rigueur morale. La Première Guerre mondiale interrompt sa jeunesse. Mobilisé, il découvre la violence brute, l'absurdité du front, la fragilité de la vie. Cette expérience le marquera pour toujours. Dans son regard, on verra toujours une nuance de gravité et dans son jeu, une profondeur étrange, presque silencieuse. Après la guerre, il se tourne d'abord vers le théâtre. Sa présence magnétique, son physique sculptural, visage noble, silhouette élancée, séduisent immédiatement le public. Il rejoint les scènes parisiennes, où son talent dramatique fait rapidement parler de lui. Puis vient le cinéma. Dans les années 1930, il devient l'une des figures les plus populaires de France. Son jeu intense, ses silences habités, sa manière unique d'occuper l'espace le distinguent de ses contemporains. On le voit dans Les Croix de bois, L'Épervier, La Dame de Malacca, Königsmarck. À chaque rôle, il impose un mélange rare de douceur et d'autorité, d'élégance et de mélancolie. Contrairement à d'autres acteurs de son époque, Richard Wilm n'est pas expansif. Il ne sourit que très rarement dans ses films. Il préfère le mystère à l'exubérance. C'est précisément cette retenue qui fait de lui une icône singulière. Mais derrière la caméra, un homme discret, parfois tourmenté, émerge. Il ne supporte ni les mondanités, ni l'agitation des studios. Il rêve de calme, de silence, de création pure. À la fin des années 1940, au sommet de sa gloire, il quitte brusquement le cinéma. Sans scandale, sans explication. Il disparaît du public, retourne en Alsace et se consacre entièrement à la sculpture, comme s'il voulait recréer le monde avec ses mains plutôt qu'avec son visage. Une ascension brillante, une gloire immense. Mais derrière ces triomphes, une autre histoire, plus intime, plus silencieuse, commençait déjà à prendre forme. Mais derrière les projecteurs, un autre récit se dessinait. 3. Après avoir quitté le cinéma dans les années 1950, Pierre Richard Wilm disparaît presque entièrement de la vie publique. Alors que d'autres cherchent la lumière, lui choisit l'ombre. Il retourne en Alsace, à proximité de Strasbourg, et s'installe dans une maison discrète où il consacre ses journées à la sculpture, son premier et dernier amour. Pour beaucoup, il devient une sorte de légende vivante, un fantôme du grand écran retiré dans la solitude volontaire de l'art manuel. Les dernières années de sa vie sont marquées par une routine silencieuse. Il se lève tôt, travaille dans son atelier jusqu'à la fatigue,
puis s'isole dans son salon pour lire ou dessiner. L'odeur du bois, le bruit régulier des outils, la poussière blanche des pierres se sculptées forment un univers qui l'apaise. Là où le cinéma exigeait exposition et vulnérabilité, la sculpture lui offre concentration et silence. Peu de visiteurs franchissent la porte. Les anciens collègues ont vieilli, les amis se sont éloignés, le public l'a oublié. Mais cette solitude ne le blesse pas, elle le protège. Il trouve dans ce retrait une forme d'équilibre, parfois fragile, souvent mélancolique. La maison se transforme en un refuge presque monastique. Chaque pièce est rangée, dépouillée, simple. Dans l'atelier, des statues inachevées veillent comme des silhouettes pétrifiées. Dans le salon, un fauteuil près de la fenêtre semble être son poste d'observation préféré. Il y regarde le ciel alsacien, les variations de lumière, les ombres qui traversent le jardin. Le temps marque son corps. Il marche plus lentement. Ses mains tremblent légèrement et son souffle se fait plus court. Mais il continue à travailler, encore et encore, comme si le geste lui-même était une façon de rester vivant. Le soir, la maison devient un espace immense, presque trop vaste pour un seul homme. Les murs absorbent les souvenirs. Les statues silencieuses paraissent le regarder. Le tic-tac d'une horloge envahit le couloir, rythmant les dernières années d'un artiste qui ne veut plus déranger le monde. Un jour, sans qu'on puisse dire exactement quand, le silence commence à prendre plus de place que lui. C'est dans cette maison que le silence a fini par gagner. Le 13 avril 1983, Strasbourg s'éveille sous un ciel pâle, traversé d'une lumière fragile. Dans la maison où Pierre Richard Wilm vit depuis plusieurs décennies, le calme est inhabituel, presque trop profond. Depuis plusieurs jours, il ne travaille plus dans son atelier. Ses outils sont restés rangés, ses sculptures inachevées dorment sous une fine couche de poussière. Comme si l'homme, déjà, avait commencé à se retirer du monde. Ce matin-là, la maison est immobile. Dans sa chambre, Richard Wilm repose dans son lit, affaibli par l'âge et les années de solitude silencieuse. Sa respiration est courte, irrégulière. Sur sa table de chevet, une sculpture miniature qu'il façonnait encore récemment, et à côté, une paire de lunettes posées sur un livre qu'il n'a pas eu la force de terminer. Un proche, l'un des rares qui continuait de lui rendre visite, pousse doucement la porte. La lumière tombe en biais sur le lit, révélant ce mélange étrange de paix et de fragilité. L'homme qui avait fasciné la France entière par son regard mélancolique et son élégance tragique semble désormais absent du monde, déjà ailleurs, déjà loin. Quelques minutes plus tard, dans un silence presque absolu, sa respiration s'arrête. Pas de cri, pas de geste. Une fin discrète, comme un rideau qui tombe sans bruit dans un théâtre désert. La nouvelle se répand lentement, presque timidement. La France des années 1980 se souvient à peine de lui. Les journaux publient quelques lignes évoquant une ancienne étoile du cinéma français. Le public, lui, reste en grande partie indifférent. Le temps avait déjà effacé son visage des mémoires. Et pourtant, dans cette maison silencieuse, tout porte encore son empreinte. Les sculptures inachevées dans l'atelier, les outils parfaitement alignés, le fauteuil près de la fenêtre, le parfum léger du bois, sculpté qui flotte dans l'air. Le silence qui envahit les lieux n'est pas vide. Il est dense, chargé de ce qu'il a été, de ce qu'il n'a jamais dit, de ce qu'il a choisi de laisser derrière lui. Une mort humble, presque invisible, pour un homme qui avait vécu sous les projecteurs avant de choisir, volontairement, le refuge de l'ombre. Pourquoi tant de silence autour d'un nom si grand ? 5. Après la mort de Pierre Richard Wilm, la maison alsacienne où il avait passé ses dernières décennies devient un lieu figé, presque sacré. Les premiers visiteurs, quelques proches, un notaire, 2 voisins âgés, traversent la demeure avec une lenteur instinctive, comme s'ils craignaient de déranger quelqu'un qui venait à peine de s'endormir. L'air semble encore habité, et la lumière s'attarde sur chaque meuble avec une pudeur étrange. La succession révèle une fortune modeste, évaluée aujourd'hui à environ 1 à 2 millions d'euros. Cet héritage se compose principalement de biens immobiliers, de quelques économies et d'une grande quantité d'œuvres sculptées, certaines achevées, d'autres à peine commencées.
Aucun luxe ostentatoire, aucun trésor caché. Juste le reflet d'une vie simple, presque ascétique. Mais au-delà des chiffres, ce sont les objets laissés dans chaque pièce qui racontent le véritable héritage de l'acteur. Dans l'atelier, le cœur de la maison, on trouve une grande table recouverte d'outils impeccablement alignés, des blocs de bois et de pierre, dont certains portent encore la trace fraîche d'un burin, des esquisses accrochées au mur révélant l'évolution de ses œuvres, et au centre, une sculpture inachevée représentant un visage tourné vers le sol, comme s'il méditait sur sa propre disparition. Dans le salon, une série de photos en noir et blanc rappelle sa carrière oubliée. L'élégance sombre de Königsmarck, le tragique romantisme de l'épervier, la puissance silencieuse de ses grands rôles dramatiques. Certaines images sont délavées, d'autres pliées, comme si le temps lui-même avait tenté d'effacer les traces de son passé cinématographique. Dans sa chambre, les objets sont encore plus intimes. Un foulard soigneusement plié, une montre arrêtée depuis plusieurs semaines, un carnet de notes dans lequel il rédigeait des pensées courtes, presque murmurées. Il faut savoir disparaître avec élégance. Ou encore, la gloire est une lumière trop forte pour des yeux fatigués. La maison entière semble raconter cette conviction. Sa disparition du cinéma n'était pas une fuite, mais un choix. Un désir profond de vivre loin du tumulte, loin des projecteurs, dans un rapport plus intime à l'art. Les héritiers, quelques membres éloignés de la famille, récupèrent les biens matériels. Mais le véritable héritage artistique, lui, est confié à des institutions locales, des musées régionaux, des archives. Certaines sculptures sont exposées, d'autres vendues aux enchères, d'autres encore conservées dans un entrepôt municipal. Pour ceux qui parcourent la maison, une question revient obsédante. Comment un homme qui avait un jour incarné le romantisme, la puissance et le mystère sur les écrans, a-t-il pu s'effacer au point de disparaître presque totalement de la mémoire collective? Lorsque les proches quittent les lieux, la maison semble se contracter, se refermer. Les outils restent immobiles. La poussière retombe lentement, et un silence grave envahit les murs, comme si l'âme de Pierre Richard Wilm flottait encore, refusant de quitter ce refuge qu'il avait choisi pour disparaître. Peut-on vraiment posséder ce qui est né du silence, du retrait, de l'ombre? Les documents sont signés, les portes se ferment, et la demeure, immobile, devient un tombeau invisible, un dernier écrin pour un artiste qui avait choisi la solitude comme ultime lumière. 6. Quand les portes de la maison se referment, un silence profond descend sur les pièces. Ce silence n'est pas vide. Il est lourd, habité, chargé de l'empreinte discrète d'un homme qui avait choisi de s'effacer du monde plutôt que d'y briller à tout prix. Dans l'atelier, la lumière se faufile entre les stores, glisse sur les statues inachevées et semble caresser les outils encore alignés, comme pour saluer une dernière fois le sculpteur qu'il était devenu. Pierre Richard Wilm a vécu deux vies, celle d'un acteur adulé, au regard mélancolique, et celle d'un artiste silencieux, retiré, presque invisible. Entre ces deux existences, une même vérité demeure. L'homme n'appartenait pas à la foule, mais à l'intime. À la ligne d'un visage sculpté, à la poussière d'un atelier, à la douceur d'un silence choisi. Sa mort, humble, silencieuse, sans éclat, n'a rien à voir avec les rôles flamboyants qui avaient marqué sa jeunesse. Mais peut-être était-ce la seule fin possible pour quelqu'un qui avait passé sa vie à fuir le bruit du monde. Aujourd'hui, son héritage ne se mesure ni en richesse matérielle, ni en reconnaissance publique, ni en films oubliés. Il se mesure en traces, dans l'émotion subtile que laisse son regard sur une vieille photographie, dans la douceur de ses œuvres sculptées, dans l'idée qu'un artiste peut choisir le silence sans cesser d'exister. Quand la nuit tombe sur sa maison alsacienne, on pourrait croire entendre un léger frottement, comme le bruit d'un outil qu'on dépose, comme un dernier souffle d'inspiration. Alors une question douce, presque fragile, demeure. Le vrai héritage, est-ce ce qu'on possède ou ce qu'on inspire? La lumière décroît, le silence s'installe, et une vérité persiste. Le silence ne tue pas la mémoire, il la purifie.